Bonjour, chers téléspectateurs. Nous nous retrouvons aujourd'hui, le samedi 6 juillet 2024, pour notre rendez-vous habituel avec l'émission Grand Angle. Par principe, nous avons choisi toujours d'essayer de nous pencher sur quelques aspects de l'actualité et où nous allons nous pencher sur l'actualité nationale avec des aspects qui sont extrêmement importants, notamment la situation difficile au plan social, au plan économique et financier. Ce serait comme la suite de ce que nous avons fait la semaine dernière, en nous appuyant sur l'intervention du Premier ministre Anatole Koliné-Makosso lors de la séance de questions orales au gouvernement au niveau du Sénat, le vendredi 21 juin 2024. En fait, aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un sujet que nous trouvons extrêmement important et nous voulons l'intituler « L'insensibilité ». Je dis bien l'insensibilité et l'indifférence des gouvernants vis-à-vis de la misère et de la souffrance des Congolais. Nous avons choisi de nous pencher sur ce problème parce que notre attention a été largement retenue par les explications qui ont été données par le Premier ministre, qui a tenté d'expliquer la situation par le fait que le gouvernement, sur la base des orientations du président de la République et en tenant compte du discours d'investiture qui avait été fait, a choisi l'option de se préoccuper du paiement de la dette en général et la dette extérieure en particulier, sacrifiant ainsi plusieurs Congolais, pas seulement les fonctionnaires, mais les Congolais de façon générale. Car ce choix, on ne peut pas se l'imaginer, entraîne d'abord à se poser un nombre de questions. Le Congo a-t-il, oui ou non, adopté un budget pour l'année 2024? Ce budget est-il exécutoire? D'où viennent les problèmes au niveau de l'exécution de ce budget, si ce budget était devenu exécutoire? Mais enfin, nous nous attardons sur ce problème parce que la situation sociale est extrêmement tendue, elle est extrêmement difficile pour des milliers et des milliers de Congolais. C'est pour ça que, d'entrée de jeu, nous allons essayer de resituer les Congolais sur la situation, quelques aspects de cette situation sociale. Nous commencerons par l'aspect des retraités, appelés dans ce pays maltraités, sinon serpents sans venin, parce qu'on estime qu'après avoir rendu d'importants services à la nation, ils sont devenus faibles, certainement incapables de manifester ou de poser un certain nombre d'actes, ce qui entraîne à ce que dans la vie, on a choisi véritablement de les maltraiter. Et dans le cas du Congo, comment les maltraite-t-on? Le premier point que nous allons évoquer, c'est que en décembre 2016, les arriérés de pension pour les retraités de la CREF étaient de 2 mois. Mais au 1er juillet 2024, le nombre de mois d'arriérés pour les retraités de la CREF est de 41 mois. Vous vous imaginez? 41 mois, ça fait pratiquement 3 ans. 3 ans. Plus 5 mois. C'est une situation difficile. La réaction immédiate suite à cette information peut être de se poser la question, pourquoi les gouvernants sont-ils aussi méchants avec les retraités? Qu'est-ce que les retraités leur ont fait? C'est vraiment inacceptable. C'est même impensable. Le deuxième point que nous allons évoquer, c'est les arriérages, extrêmement importants. Pour certains retraités, ils atteignent même 60 mois de leur pension, ce qui est inimaginable. 60 mois. Et lorsqu'on voit la situation que vivent les retraités, on se dit que les gouvernants ont un véritable problème. Et pourtant, la plupart d'entre eux sont des retraités. Qu'est-ce qui se passe exactement? Le troisième point que nous allons aborder, et ce point est extrêmement important, c'est la considération qu'on a
On ne respecte pas la loi. Et je parlerai de l'article 58 du décret 84 892 du 12 octobre 1984, qui est relatif en fait à la revalorisation du traitement et qui dit clairement que l'augmentation du traitement entraîne immédiatement la majoration de la pension et de la rente dans la même proportion. Ce qui veut dire en fait quoi, et qu'il faut que les Congolais le maîtrisent. Ce qui veut dire que lorsque le point d'indice est passé à 225 en 2014, il est passé à 250 en 2015, il est passé à 275 en 2016 et il est passé à 300 en 2017, ben la pension devait suivre, on devait majorer la pension dans la même proportion. Mais ça n'a pas été fait. Non seulement ça n'a pas été fait, mais on ne pense pas à payer à ces retraités. Les différentiels, avant qu'on arrive à un point extrêmement important, qui est le point de la revalorisation et l'harmonisation de tous les retraités au point d'indice 300. Ce qui veut dire en fait que c'est une injustice flagrante, une violation des lois et règlements de la République. Aujourd'hui, on peut dire que la plupart des retraités touchent leur pension à l'indice, au point d'indice 150, c'est-à-dire qu'ils touchent depuis, pour la plupart, je ne parle pas des différentiels qui parlent de 2014, mais depuis 2017, les retraités touchent leur pension au point d'indice 160, c'est-à-dire qu'ils touchent à peu près la moitié de ce qu'ils devraient toucher. Vous vous imaginez ce que ça pose réellement comme problème. Mais lorsqu'on y réfléchit, la question qu'on pose aux gouvernants, après que ces retraités aient posé d'aussi loyaux services à l'État, que leur reproche-t-on? Pourquoi cette méchanceté? On ne va pas nous dire qu'il n'y a pas d'argent. On ne va pas nous dire que les caisses de l'État ont, pendant toute cette période, ont toujours été vides. C'est vraiment inacceptable. J'en viens à la situation des étudiants, qui sont pratiquement à près de 3 ans d'arriérés de bourse. Est-ce qu'on pense à leur avenir? Est-ce que le gouvernement est sérieux en annonçant 2024, année de la jeunesse, sans être capable de régler ces différentes situations? Vous connaissez déjà la situation de nos étudiants qui sont à l'université privée de Marrakech et qui sont en train, pour la plupart, d'après ce que nous apprenons, de faire le petit boulot parce que leurs diplômes ont été bloqués. Ils ne peuvent pas les retirer pour revenir au pays. Et vous avez la situation plus récente des étudiants de l'école des métiers de l'architecture au niveau du Togo, qui sont également bloqués pour une somme d'1 milliard, à peu près 600 millions de francs. Et on viendra nous dire, 2024, c'est l'année de la jeunesse. En quoi est l'année de la jeunesse? Est-ce que les gouvernants sont sérieux en ayant cette situation de proclamer l'année 2024 année de la jeunesse et de promettre à nos jeunes le recrutement de 10 000 jeunes dans la fonction publique, 90 000 dans le secteur privé, soit 100 000 emplois au cours de cette année. Au mois de juin, je ne sais pas combien on en a déjà obtenu. Et je dis clairement, les gouvernants ne sont pas sérieux. Vous n'arrivez déjà pas à payer correctement ceux qui sont déjà recrutés et vous, excusez-moi l'expression, vous allez vers des promesses que vous ne tiendrez pas. Comment vous allez faire si vous n'arrivez pas déjà à payer ceux qui sont là? Vous voulez augmenter le nombre? Mais ça veut dire que le nombre des gens, des impayés, deviendra de plus en plus important et ce n'est pas du tout acceptable. Qu'est-ce qui se passe exactement? Il y a un budget qui a été adopté. Ce gouvernement est-il capable d'exécuter ce budget, oui ou non?
Je rappelle aux gouvernants, et ils le savent, le budget a été adopté en recette à près de 2065 milliards de francs CFA. On dépense à 2069 milliards de francs CFA. Et ce budget a été fait, élaboré, avec une hypothèse du prix du baril du pétrole à 77 $. Aujourd'hui, le prix du baril est à 86 $, un différentiel de près de 9 $. Il a été fait avec une hypothèse du dollar, du taux de change du dollar à 590 francs. Aujourd'hui, le taux de change est supérieur à 600. Ça veut dire que du point de vue des recettes pétrolières qui étaient prévues à 1462 milliards, nous devrions avoir une situation extrêmement excellente. Que se passe-t-il réellement? Où va l'argent du pétrole? Mais au-delà de ce commentaire que je fais, mais les situations au-delà de celles que je viens d'évoquer de façon un peu détaillée, mais il faut les prendre de façon exhaustive. Aujourd'hui, d'après le Premier ministre lui-même, la situation se présente comment? Les collaborateurs à la présence ont des arriérés de salaire. Les mêmes arriérés sont connus au niveau des émoluments des parlementaires et de leurs collaborateurs. Au niveau de tout le gouvernement, ne parlons pas. Le CHU de Brazzaville est en grève. Le CHU de Brazzaville est en grève. L'université Marien Ngouapi est en grève. Les travailleurs de l'hôpital Edith Lucie Bongo Dimba à Oyo, ils sont en grève. À Donizy, le nombre de mois d'arriérés ne se compte plus. La STPU est en grève. Je ne parle même pas de la SOPECO. Les fonctionnaires qui touchent en numéraire, pour la plupart les fonctionnaires de l'intérieur, mais ils ont près de 3 mois d'arriérés de salaire. Et quand on dit qu'on a payé les fonctionnaires, on s'efforce à payer ceux de Brazzaville et de Pointe-Noire, on laisse le reste du pays dans cette situation. Et la liste est ainsi extrêmement longue. Je ne parlerai pas des sinistrés du 4 mars 2012 ou des autres sinistrés. Je ne parlerai pas des travailleurs des collectivités locales. La situation est véritablement sombre. Elle est véritablement sombre. Mais ceux-là, je les considère comme les privilégiés de la République. Regardons les autres Congolais et regardons les problèmes auxquels ils sont confrontés. Ces problèmes s'appellent l'eau. Il n'y a pas d'eau. L'électricité, il n'y a pas d'électricité. Bientôt, on va arriver à la saison des pluies. Il y aura le problème des catastrophes naturelles. Il y aura le problème des érosions. Nous n'avons pas de route. Mais enfin, comment en est-on arrivé à une situation aussi catastrophique? Comment les affaires de la cité sont-elles gérées? C'est pour ça, lorsque nous regardons cette situation, nous nous tournons vers les gouvernants et nous leur posons une question simple. Pourquoi cette méchanceté à l'endroit des Congolais? Qu'est-ce que les Congolais vous ont fait pour mériter ce sort? Parce que les Congolais savent qu'il y a véritablement le convoi de l'argent. Où va cet argent? Où va l'argent du pétrole? Bref, c'est un peu cet aspect que j'ai voulu évoquer pour toucher la fibre sensible des gouvernants et essayer d'interpeller les Congolais pour qu'ils prennent conscience de cette situation qui est véritablement grave. Parce que, au-delà de ce que j'ai dit, pour terminer sur ce créneau, parlons du panier de la ménagère. Chacun de nous peut poser la question à sa femme chaque jour. Quel est le calvaire qu'elle vit en allant au marché? D'ailleurs, le conseil des ministres l'a d'ailleurs confirmé en annonçant clairement que le taux de l'inflation en 2024 sera de 4%, au-dessus de la norme communautaire qui est de 3%. On a entendu dire, avec les experts du Fonds monétaire, et on va revenir là-dessus, que le taux de croissance au cours de l'année 2024 est estimé à 2,8% pour dire que le Congo sort de la récession. Mais ce taux de croissance explique clairement et il fait apparaître qu'il ne crée pas d'emploi, qu'il n'améliore pas les conditions de vie des Congolais. Où en sommes-nous? Que faisons-nous? Et c'est une situation véritablement préoccupante. Mais au-delà de ça, l'aspect que nous allons évoquer, c'est le curieux optimisme du Premier ministre qui, tout en sachant
que les Congolais, les travailleurs, de façon particulière, ne font que cumuler des mois d'arriérés, tant de pensions que de salaires et de bourses. Les Congolais vivent dans une situation difficile et ils déclarent qu'il faut que les Congolais soient optimistes parce que selon les indicateurs en sa possession, la situation va s'améliorer en 2025. Monsieur le Premier ministre, savez-vous combien de morts il y aura à cause de la situation qui est créée par le gouvernement d'ici 2025? Tout ceci s'explique par une insuffisance de la trésorerie de l'État parce que, comme je l'ai rappelé, nous tenons à sortir notre pays de la dette pour recouvrer nos marges budgétaires. Le niveau des recettes collectées par les régies financières, bien qu'étant sur une légère tendance haussière, est largement inférieur au volume des dépenses exigibles et l'accès au financement sur le marché sous-régional des titres publics est de plus en plus difficile, non seulement à cause du poids de l'endettement, mais aussi à cause de la situation de trésorerie sur le marché sous-régional. Vénérable sénateur, oui, nous devons garder l'espoir. Nous devons rester optimistes. Les résultats sont encourageants car les derniers indicateurs qui m'ont été communiqués montrent que par rapport au produit intérieur brut, le taux d'endettement qui était à 116% maintient sa tendance baissière et tourne aujourd'hui autour de 88 et 90% du taux national, du PIB, du produit intérieur brut. Ceci, bien entendu, grâce aux sacrifices consentis par l'ensemble de nos populations. Je suis confiant que d'ici l'année prochaine, ou plus précisément dès l'année prochaine, les choses devraient aller mieux. C'est-à-dire dans 5, dans 6 ou 7 mois. Savez-vous combien de retraités meurent tous les jours? Mais vous parlez de l'optimisme. Cet optimisme, les gouvernants l'ont eu. On peut vous rappeler qu'en juillet 2019, après avoir été incapable de procéder à un ajustement interne, le gouvernement a signé un accord, un programme avec le Fonds monétaire international. Mais le gouvernement était incapable de les respecter, d'appliquer les mesures, les réformes courageuses qu'il fallait appliquer. Ce programme a pratiquement échoué en 2021. En 2022, le gouvernement a signé un nouveau programme. Il se termine là, puisqu'il ne reste qu'une revue. Mais le gouvernement avait donné l'espoir aux Congolais qu'en 2024, nous allons sortir de la situation de crise que nous connaissons. Nous, aujourd'hui, les Congolais constatent quoi? On s'est davantage enfoncé dans la crise. Et les gouvernants ont enfoncé les Congolais dans la souffrance et dans la misère. La question qu'on peut leur poser, puisque vous prenez du plaisir à ça, jusqu'à quand vous allez accepter et tolérer cette situation? Parce que les mesures qui peuvent être prises, elles existent, elles sont connues. Mais c'est par votre manque de volonté, par votre choix délibéré de faire souffrir les Congolais. Et les Congolais doivent se poser la question, pourquoi ces gouvernants qui s'accrochent absolument au pouvoir, qui ne veulent pas le quitter? Est-ce qu'on vient au pouvoir pour faire souffrir les populations ou pour améliorer leurs conditions de vie? Bref, nous disons au Premier ministre, les indications que vous avez, d'après vous, les indicateurs macroéconomiques vous rassurent, mais depuis longtemps, les Congolais savent que le Congo est un pays extrêmement riche, mais que la population croupit dans une misère indescriptible, tout simplement à cause de la mauvaise gouvernance des gouvernants. Nous le savons. La question, est-ce que le gouvernement est capable de se remettre en cause pour régler les problèmes de la condition de vie du Congo? Maintenant, l'autre aspect que nous allons aborder, que nous considérons inacceptable, c'est un système illégal et injuste que le gouvernement a choisi de mettre en place. Quel est ce système? Ils ont choisi de payer les fonctionnaires régulièrement parce que, semble-t-il, ils ont peur que cette masse importante ne puisse
passer à des manifestations, encore que la Constitution du Congo autorise les manifestations sur des problèmes bien précis. Ils ont choisi, et c'est comme ça, qu'ils se sont moqués encore une nouvelle fois des retraités, qu'ils se sont moqués une fois des fonctionnaires et des travailleurs de l'université Marie-Ngouapié, des autres structures. Pourquoi? Mais parce que le 28 juin 2024, ils ont viré les salaires des fonctionnaires, certainement à Brazzaville, à Pointe-Noire, sans toucher ce qui touche en numéraire, pour donner l'impression qu'ils sont à jour, mais laissant sur les carreaux les fonctionnaires qui avaient déjà 2 mois d'arriérés de pension, les pensions du mois de mai et les pensions du mois de juin. Nous sommes dans le 3e mois. À l'université, c'est exactement la même chose. Dans les autres secteurs, pourquoi ce système est injuste? D'autant que M. Collinet Makosso qui dit assez souvent qu'il y a des gens qui se présentent comme des experts en droit constitutionnel. Lui qui est juriste, il doit savoir, il doit se référer à un certain nombre d'articles de la Constitution. Je le renvoie à l'article 15 de la Constitution, qui dit clairement que tous les Congolais, tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi et ils ont droit à la protection de l'État. Nul ne peut être avantagé, favorisé par rapport à son origine familiale ou ethnique, par rapport à sa condition sociale, par rapport à ses convictions politiques, religieuses et philosophiques et autres. Est-ce que le Premier ministre Collinet Makosso, qui je crois savoir, est un juriste, mais tout ça, surtout qu'assez souvent, il a voulu insister pour parler de l'autorité de l'État. Est-ce qu'il peut avoir l'autorité de l'État si on ne respecte pas les lois et règlements de la République du pays? Mais il y a un autre aspect pour lequel je souhaite que le gouvernement du Premier ministre Anatole Collinet Makosso accorde une attention toute particulière, qu'il se réfère à l'article 77 de la Constitution, qui dit clairement que lors de son entrée en fonction, le président de la République prête le serment de garantir la paix et la justice à tous. Je pose la question au Premier ministre, tel que vous procédez, est-ce que vous garantissez la paix et la justice à tous? Et je pense que cette question, le chef du gouvernement doit la méditer et apporter la réponse à cette question au président de la République, pour rappeler au président de la République qu'il a prêté le serment et il n'est pas normal qu'on torture les retraités, qu'on torture les étudiants, qu'on torture les travailleurs de plusieurs structures de ce pays pour que l'on essaye de régler. Et pendant ce temps, nous allons y venir, on essaye de favoriser une petite minorité. C'est pour ça que nous allons à une question qui est directe. Y a-t-il des solutions pour que le pays se sorte de cette crise? Moi, je dis oui, il y a la solution. Et ce qui est surprenant dans le cas de ces solutions, c'est que le gouvernement qui, depuis plus de 10 ans, a été incapable d'apporter les solutions appropriées à la crise économique et financière, s'est refusé à toutes les propositions qui lui ont été faites pour que les Congolais se retrouvent soit en état généraux de la nation, soit dans un dialogue national inclusif pour aborder toutes ces questions. Parce que nous sommes convaincus que l'intelligence congolaise aurait apporté la solution aux problèmes auxquels le gouvernement actuel a prouvé pendant 40 ans qu'il est incapable. À ce propos, d'ailleurs, je rappelle au gouvernement qu'il se rappelle d'un certain nombre de slogans que le parti au pouvoir a lancé dans les années 80. Vivre durement aujourd'hui pour mieux vivre demain. Il y a 44 ans que les Congolais attendent de mieux vivre. Et malheureusement, en dépit des énormes richesses qui ont été engrangées, ils croupissent toujours et toujours dans la misère. Plus de 70% d'entre eux vivent avec moins d'$1 par jour, c'est-à-dire avec moins de 600 francs par jour. C'est véritablement terrible. Je rappelle aussi un autre slogan qu'ils ont brandi en voulant certainement divertir les Congolais, en disant, lorsqu'on serre la ceinture ici, il ne faut pas qu'il y ait gaspillage là. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Pendant que les Congolais pleurent, pendant qu'ils sont dans la douleur, pendant qu'ils sont dans la souffrance, on apprend
que les maîtresses de certains dignitaires du pouvoir achètent des appartements parfois à 3,5 millions de dollars, à 5,2 millions de dollars en France, à Dubaï, sans compter ce qu'ils ont eux-mêmes, puisqu'ils sont impliqués dans les biens mal acquis, etc. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'assurance de la sécurité dans notre pays et ils préfèrent aller garder cet argent dans les pays étrangers. Bref, pour revenir à la question que j'ai posée, je dis là, les solutions existent. La première solution qui existe, c'est la réduction du train de vie de l'État. Depuis qu'on a commencé à créer, il est inacceptable que ce gouvernement n'ait pas accédé à la vision de réduire le train de vie de l'État. La dernière mission du président a choqué les Congolais avec une délégation de 74 personnes. Lorsqu'on sait que lorsque le président sénégalais, en comparaison, est allé à Paris, sa délégation comptait 10 personnes. Nous avons été choqués puisque le Premier ministre vient de sortir d'une note qui m'a fait rigoler. C'est maintenant qu'il pense à réduire la composition des délégations des membres du gouvernement. Mais ça, c'est une ligne très infime. Le Premier ministre, les membres du gouvernement savent que si on veut réduire sérieusement le train de vie de l'État, il y a des rubriques auxquelles il faut toucher, parmi lesquelles les conditions de rémunération des membres des institutions, par exemple, les effectifs du gouvernement. Est-ce qu'avec la situation actuelle, le Congo a besoin d'un gouvernement de 38 000? Je dis non. D'ailleurs, il y a bien d'autres pays qui ont beaucoup moins de ministres que ça et les choses marchent correctement. Et je rappelle à l'attention des ministres, puisqu'ils nous ont caché le texte 2012-2013 qui fixe, du 3 octobre 2012, qui fixe les rémunérations et les avantages des ministres. Ils savent pourquoi, parce qu'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas de la transparence, ils ne veulent pas que les Congolais soient informés. Donc, je dis que, de ce point de vue, nous avons une première ligne qui est la réduction du train de vie de l'État. La deuxième ligne, la plus importante, et j'ai toujours été surpris que lors de l'élaboration du budget, qu'elle n'apparaisse pas, c'est celle qui concerne la lutte contre la corruption. Dans un pays qui est classé au monde comme l'un des pays les plus corrompus du monde, faisant partie du top 10 des pays corrompus d'Afrique, avec un indice de corruption de 22 sur 100, véritablement médiocre, avec des dossiers extrêmement importants, les excédents budgétaires, 14 000 milliards, le FIGA, tout dernièrement, le détournement de 160 milliards au niveau du ministère de la Santé, 137 milliards débloqués pour une route imaginaire, 6 Congolais qui détiennent à eux seuls 5 500 milliards de francs. Bref, ces dossiers sont extrêmement énormes. Comment ce gouvernement, devant la souffrance des Congolais, n'a ni le courage, ni la volonté politique d'agir pour récupérer cet argent et régler les différents problèmes sociaux que les Congolais connaissent. Et pour essayer de donner l'illustration aux Congolais, je prendrai l'exemple de l'Arabie Saoudite, qui a lancé en 2017 une purge anticorruption. Mais c'était simple, les gens n'ont pas été amenés en prison. On a pris tous les dignitaires du pouvoir, vous savez que c'était un royaume, les princes, les ministres, etc. On les a tous enfermés dans un hôtel luxueux de Riyad. On leur a demandé des comptes par rapport à ça. Au Congo, c'est faisable. Si on privilégie l'intérêt national, si on se situe au-delà de la tribu, du clan, de la famille, c'est possible. Parce que l'Arabie Saoudite, en faisant cette opération, a permis de faire entrer dans les caisses du royaume, écoutez bien, 100 milliards de dollars, c'est-à-dire l'équivalent, écoutez bien, de 60 000 milliards de francs CFA. Et moi, je suis convaincu que si les gouvernants congolais prennent le courage et s'ils ont la volonté de lancer cette opération, nous sortirons le corps, pourvu bien sûr que cet argent soit géré et dans la transparence et dans la bonne gouvernance. Le troisième aspect que je vais évoquer, c'est l'application d'une loi qui a complètement disparu, mais qui doit réapparaître. C'est la loi sur l'obligation de déclaration de patrimoine. Parce que l'article 12 de l'ancienne loi, même si celle qui est amendée ne sort pas, disait clairement qu'en cas de non-déclaration, vous êtes sanctionné et vous pouvez perdre le quart de votre patrimoine. Pourquoi ne l'applique-t-on pas?
Ensuite, l'autre piste, au vu des scandales qui ont été créés par la municipalisation accélérée, par les grands travaux, il est important qu'on réalise l'audit des grands travaux. Je prends un exemple simple pour que les Congolais en soient bien informés. Quand vous prenez l'université Denis Sassou Nguesso, le coût estimatif était de 241 milliards. Mais quand vous prenez la deuxième université du Sénégal, le coût a été pratiquement entre 60 et 65 milliards. Donc, avec ce que nous avons utilisé pour bâtir l'université Denis Sassou Nguesso, au Sénégal, on aurait eu 4 universités. Est-ce que c'est normal? Mais ça veut bien, c'est la preuve flagrante de la corruption, des surcoûts et d'un certain nombre de choses qui ne sont pas tolérables lorsqu'on veut gérer le pays, soit selon les bonnes règles de l'orthodoxie financière. C'est pour ça que nous disons que là aussi, cette piste, mais je termine par la dernière, c'est l'amélioration de la qualité de la dépense et dans le choix des investissements. C'est un problème extrêmement important. Et nous n'avons pas fini d'en sortir. Nous avons donné les chiffres du budget. Pourquoi aujourd'hui ils ne sont plus capables d'avancer avec ce que nous avons dit? Non, le choix qu'ils ont fait, et c'est déplorable, c'est celui de protéger, je dis bien de protéger, les responsables des scandaleux crimes, des scandaleux crimes économiques et financiers qui ont plongé le pays dans cette crise et qui considèrent que l'argent qu'ils ont détourné, dilapidé des caisses de l'État est devenu leur propriété. Interrogeons le Premier ministre. Lorsque le président de la République déclare en 2006 qu'il y a des excédents budgétaires, qu'ils seront déposés dans un compte de stabilisation et que chaque année, la Cour des comptes et de discipline budgétaire fera l'audit de ce compte. Pourquoi jusqu'à ce jour, il n'y a aucun audit? Mais parce qu'on a choisi de protéger ceux qui ont fait mes bases sur cet argent. C'est clair comme l'eau de source. Monsieur le Premier, vous allez continuer à tolérer ça et à enfoncer les Congolais dans la crise? Peut-être qu'il faut que je me tourne vers les Congolais pour dire aux Congolais, mais regardez la situation. Si vous souffrez, c'est parce que ces gens veulent bien que vous souffrez. Est-ce qu'on peut continuer comme ça? Le scandale du FIGA, est-ce qu'on peut rester silencieux devant la flagrance qui a été constatée? La dénonciation faite par une ONG selon laquelle 160 milliards ont été détournés au ministère de la Santé entre 2000. Mais où sont les organes de contrôle? L'inspection générale d'État, le contrôle d'État, l'inspection. Où sont toutes ces structures? Nous sommes arrivés à un point où toutes ces structures sont pratiquement caporalisées. Le dernier exemple que je prendrai pour la souffrance des Congolais, que les Congolais connaissent, puisque j'insisterai toujours sur cet exemple, c'est lorsque le 9 décembre 2023, le président de la Haute Autorité de lutte contre la corruption annonce que son institution a procédé à 30 enquêtes et investigations, qu'ils allaient bientôt procéder aux délibérations et publier les résultats, que les dossiers allaient être déposés aux autorités compétentes de la justice et que cette saisine était constituée une forte attente des populations. Depuis cette structure aussi qui venait d'être mise en place, qui aurait pu constituer comme un espoir à rallier toutes les autres pour un choix qu'ils ont choisi, faire souffrir les Congolais et les enfoncer tous les jours dans la misère et dans la souffrance. Voilà, chers téléspectateurs. Mais avant d'aller à la conclusion, je vais aborder deux aspects. Le premier aspect que je vais aborder est lié à la conférence de presse que j'ai faite avec certains de mes collègues sur les accords entre le Rwanda et le Congo. Les accords d'exploitation des terres qui lient le Congo au Rwanda continuent de faire couler encre et salive. Certains acteurs politiques de l'opposition sont sortis de leur silence. Les sorties hasardeuses des ministres de la Communication et des Affaires foncières sur les 38 que compte ce gouvernement, ainsi que la descente sur le terrain du chef du gouvernement lui-même, n'ont convaincu personne. Les partis politiques de l'opposition ci-dessus cités déplorent l'incapacité du gouvernement à donner des réponses appropriées aux questions posées,
notamment sur la localisation des sites choisis exclusivement dans la partie sud du pays, juge d'ores et déjà nul et de nul effet ces accords qui cèdent ou vendent de façon déguisée nos terres et bradent nos ressources naturelles, ainsi que la zone économique spéciale de Maluku en violation flagrante de la Constitution. Réunis dans une plateforme, les leaders politiques des partis MR, PAP, PESDC et Renaissance appellent simplement à l'annulation de ces accords. Non à la cession des terres congolaises sous quelque forme que ce soit au Rwanda. Oui à l'annulation pure et simple de tous les accords signés avec le Rwanda. Pour ces leaders politiques, nul n'est besoin de rencontrer le chef du gouvernement pour en parler. Aujourd'hui, aller rencontrer le Premier ministre, c'est une véritable perte de temps. Parce que vous l'avez vu au Parlement, il a dit que même les députés du PCT, les sénateurs du PCT ne soutiennent pas le gouvernement dans cette initiative. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que dans un pays sérieux, le Premier ministre, on devait le renverser par une motion de censure. Ici, il n'est plus question de faire de la pédagogie, de faire de la communication. Les Congolais n'en veulent plus. L'arbitrage du chef de l'État est sollicité par ces acteurs politiques qui affirment que le peuple congolais est contre ces accords. Merci pour vos réactions fortement positives, qui n'ont fait que nous confirmer que les Congolais, tant de l'intérieur que la diaspora, ont dit non à la vente de ces terres, non à la cession des terres au Rwanda, quelle que soit la forme. On dit oui à l'annulation pure et simple de ces accords. Je crois que nous continuerons à faire le travail pour que nous arrivions effectivement à l'annulation de ces accords. Le deuxième aspect que je vais évoquer, merci pour vos messages de sympathie. Merci pour votre attention. Particulièrement ceux qui m'ont envoyé des messages pour me donner des informations que l'on aurait pu considérer comme troublantes, mais je suis heureux de les avoir et je les livre pour que tout le monde en soit au courant. En fait, j'ai reçu des messages selon lesquels il y a des officines qui travaillent au Congo pour coincer Clément Mierassa, pour faire en sorte qu'ils arrêtent la diffusion sur l'espace du territoire national de 2 émissions, Grand Angle et Droit de savoir, parce que c'est ces émissions qui ont choisi de dire la vérité, de faire prendre conscience aux Congolais d'un certain nombre de problèmes, gênent énormément les gouvernants qui ont peur de la transparence, qui ont choisi ce que je viens de dénoncer et ce qui n'a fait que nous enfoncer dans la situation que nous connaissons. En ce qui me concerne, merci pour le message. Je me suis juste posé une question, je dois vous le dire. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on veut coincer Clément Mierassa? Et je vous l'ai déjà dit au cours d'une émission, le 4 novembre 2014, un commando m'avait été envoyé pendant que j'étais en réunion du mouvement citoyen, pratiquement pour me tuer. Est-ce que c'est comme ça qu'on va résoudre les problèmes du pays? Je suis dans une démarche dans laquelle je compte sur la force des arguments, sur l'intelligence et les pensées des Congolais, pour que nous voyions comment sortir les Congolais de ce problème. Donc, j'informe les Congolais pour dire qu'on veut dire me coincer comment? Déjà, en tant que retraité, je suis coincé. On me doit déjà 41 mois d'arriérés de pension. On me doit les différentiels de 2014 à 2017. On me doit de l'argent parce que depuis 2017 jusqu'à ce jour, je touche ma pension à 160 et à 300, comme beaucoup de retraités d'ailleurs. Mais c'est une façon de me coincer. Mais lorsqu'on dit qu'on veut me coincer, on veut quoi? Ça me fait rappeler un peu ce que nous avons découvert à la conférence nationale. Mais ça a évoqué une période sombre de la vie politique du Congo. C'est lorsqu'on criait Kiangeo, Kiangeo. Ça voulait dire fais-moi l'affaire, c'est-à-dire tue-le. Non, on n'est plus à cette vision. Des gouvernants congolais, à quelque niveau que ce soit, doivent prendre conscience que les complots, les assassinats, on a appelé ça la bêtise humaine, tout simplement pour des projets
des problèmes d'intérêt particuliers au détriment de l'intérêt général. Sortons de cette vision. Monsieur Clément Mirassa est prêt. Celui ou celle qui veut discuter avec Monsieur Clément Mirassa pour les problèmes d'intérêt général du Congo, Monsieur Clément Mirassa répondra présent. Et s'il a des propositions à les faire, il les fera. Alors qu'on dise qu'on veut arrêter droit de savoir, on veut arrêter grand angle, mais relisez votre constitution. L'article 25 est clair. L'article 25 garantit la liberté d'expression. Mais enfin, j'ai voulu profiter de cette opportunité qui s'est offerte à moi pour m'ouvrir à vous et essayer de vous faire part de ça pour dire, Kwasi Mirassa, je remets ce problème entre les mains des Congolais pour que les Congolais suivent comment ça va se faire. J'aurais pu m'interpeller la CID qui vient de connaître des changements à sa tête, mais je l'interpelle aussi pour dire, il y a, dit-on, des officiers qui veulent me coincer. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment, quelle que soit la forme, mais je vous tiens informé. Donc, pour aller à la conclusion de l'émission, je dirais que le problème est clair. Les Congolais souffrent. Les Congolais sont dans la misère. Le Congo est un pays riche, extrêmement riche. Mais les Congolais croupissent dans une misère à la fois indescriptible, intolérable et inacceptable. Tout simplement parce qu'il y a une poignée des gouvernants qui ont choisi de mettre main basse sur les richesses du pays. Et cela se traduit par le nombre important des dossiers, des scandales économiques et financiers. Peut-on les arrêter? Et on veut toujours continuer à vouloir se maintenir au pouvoir, c'est-à-dire à vouloir continuer à faire souffrir les Congolais. Non. Moi, je suis des Congolais qui ne l'acceptent pas. C'est pour ça que je pose au gouvernement une question. Plusieurs questions d'ailleurs. Pourquoi vous avez choisi de faire souffrir les Congolais? Quand arrêterez-vous de faire souffrir les Congolais? Pourquoi avez-vous choisi de protéger les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers connus de tous les Congolais, tout en sachant que le faisant, vous plongez la majorité des Congolais dans la souffrance et dans la misère? Est-ce que la gestion des affaires de la cité signifie vouloir écraser tout le monde pour s'imposer coûte que coûte, amasser au maximum? Mais, mes chers frères gouvernants, vous le savez bien, votre richesse, vous la déposez dans les pays étrangers, dans les pays occidentaux, à Dubaï, etc. Mais ce que vous devez savoir, c'est que vous êtes en contradiction avec vous-même. Le projet de société que vous êtes censé exécuter s'appelle, semble-t-il, Ensemble, poursuivons la marche entendue, marche vers le développement. Mais en faisant ce que vous faites, vous favorisez le développement des autres pays et vous enfoncez le Congo dans le sous-développement. Ne continuons pas à divertir et à tromper les Congolais. C'est pour ça que je lance un appel. Et c'est là que je vais terminer. Le Congo peut sortir avec dignité de la situation que nous connaissons aujourd'hui. Le Premier ministre a dit qu'il faut que nous en sortons libres et non asservis. Oui, mais j'ai dit au Premier ministre, pour que nous en sortons, il faut que vous, les gouvernants, vous sollicitez le soutien des Congolais pour que nous allions à une vaste et grande opération, coup de poing, lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics. Cette opération nous permettra de récupérer l'argent qui a été dilapidé du trésor public. C'est l'un des rares pays où ceux qui ont détourné, ceux qui ont volé, circulent tranquillement dans le pays sans être inquiétés. Au contraire, ils narguent les autres Congolais puisqu'ils font preuve de richesse, de l'opulence, etc. Non, arrêtons cela. Et c'est en ça que je terminerai en disant aux Congolais, la richesse que j'évoque, c'est notre richesse à nous tous. Nous n'avons pas le droit de continuer à tolérer qu'il y ait une minorité qui s'enrichissent sur notre dos et qui nous enfoncent dans la pauvreté. Mettons-nous debout. Soutenons l'idée de la mise en place d'une opération coup de poing lutte contre la corruption et contre les détournements des deniers publics pour que nous
amassons et que nous fassions rentrer dans les caisses de l'État l'argent, pourvu que cet argent soit géré dans la transparence, dans la bonne gouvernance et selon les règles de l'orthodoxie financière. Chers téléspectateurs, je crois que c'est sur ce point. Mais je terminerai en ayant une pensée particulière pour les retraités. Chers camarades retraités, on nous considère pour des serpents sans venin. Nous ne sommes pas des serpents sans venin. J'ai cru savoir, le Premier ministre Mwamba avait dit à une époque donnée que nous étions 26 000. Nous constituons une force. Et notre grand atout, c'est d'aller à un rassemblement. Faisons tout pour que nous nous retrouvions à un rassemblement. Et qu'au cours de ce rassemblement, nous étudions toutes les solutions possibles que nous allons proposer au gouvernement pour sortir les retraités de la situation qu'ils connaissent actuellement, pour qu'on nous paye nos arriérés, pour qu'on nous paye nos arrérages et qu'on nous paye les différentiels et tout, qu'on nous aligne au point d'indice 300. N'ayons pas peur. Sortons de la peur. La Constitution nous autorise, nous donne l'autorisation de manifester pacifiquement. Je ne vous amènerai pas en ce qui me concerne sur le terrain politique. Là, je me situe véritablement sur le terrain syndical pour la défense des intérêts des retraités. C'est sur ça, chers téléspectateurs, que je vais terminer mon émission. Et je vous donne rendez-vous. J'espère que je ne serai pas coincé. Mais même si je le suis, je me battrai pour que l'émission Grand Angle ait lieu. Si je peux faire l'émission Droit de savoir, je me battrai pour que je la fasse avec mon ami Christian Perrin. Je me rends compte que vous appréciez toutes ces émissions et nous nous battrons pour continuer à les faire. Merci beaucoup pour votre aimable attention et donnons-nous rendez-vous au samedi 13 juillet 2024. J'espère que nous aurons encore un bon thème que nous allons développer. À bientôt et merci.